pour ma part, Anne-Sophie Tersakarian, je suis product owner sur la solution KYC. Moi, Quentin Chauvel, je suis développeur et Scrum Master sur l'équipe Identité et Signature, donc principalement la signature électronique. Et donc, moi, je m'appelle Claire Janvier, je travaille au sein du service commercial et marketing. Donc, je m'occupe de tout ce qui est développement commercial et donc, je travaille aussi énormément avec Anne-Sophie et Quentin sur nos produits et leur évolution. Donc, nous, on est Vialink. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, on est une Red Tech et on est aussi donc, un tiers de confiance. On travaille donc sur de l'innovation donc avec des technologies de l'intelligence artificielle comme le deep learning et le machine learning pour optimiser la relation client et en particulier des relations clients complexes, autant sur du B2B que sur du B2C. Et pour ce faire, on a développé deux solutions. Donc d'une part, donc Sign, qui est par rapport à de la signature électronique, et un autre produit qui est lui beaucoup plus jeune, donc qui a à peu près 2 ans et demi de développement, qui s'appelle KYC. Donc il a été produit pour des banques, mais peut être utilisé pour énormément d'autres secteurs, comme par exemple l'immobilier avec tout ce qui est bail ou tout ce qui est crowdfunding. Et en fait, il est utilisable pour ces secteurs car il s'agit de vérification documentaire et plus particulièrement de vérification de justificatifs sur l'identité, sur le revenu et sur le domicile. Et Anne-Sophie pourra vous en parler un peu plus en détail quand on parlera de l'agilité et de comment on développe nos produits. Donc, petit rappel sur l'agilité. Donc, l'agilité, elle vient en confrontation par rapport en cycle en V, qui était au final très utilisé, c'est-à-dire qu'on partait d'un besoin de départ, on écrivait tous les besoins sur un texte et on développait le produit sur une période donnée qui pouvait être d'1 mois à 1 an ou 2 ans. Et on se rendait compte qu'au final, cette méthode de développement était plus une stratégie de l'échec, car on n'arrivait jamais à obtenir ce que le client souhaitait et à répondre exactement aux besoins. Puisque entre ce que demandait le client, ce que comprenaient les développeurs, ce n'était pas exactement la même chose et le client ne disait pas forcément tout ce qu'il avait besoin. Et ensuite, il y avait un problème de temporalité, puisque ce qui pouvait être utile à un instant donné ne l'était pas forcément 2 ou 3 ans après. Et donc, il existait beaucoup de risques d'erreur et un travail de 2 ans pouvait être jeté à la poubelle puisqu'il ne correspondait plus aux besoins du marché ou aux attentes du client. Et donc, l'agilité, elle sort du mot même, donc agilité, qui signifie de la facilité dans le mouvement et de la rapidité à changer et à exécuter un mouvement. Et donc, ça a été repris par, que je ne me trompe pas, par les informaticiens dans les années 90 et théorisé dans les années 2000-2001. Et donc, 4 grandes valeurs sont sorties de cette théorisation. Et je vais laisser un peu plus expliquer. Donc, il y a 4 grandes valeurs qui sont les fondements d'agilité, qui font partie du manifeste agile. On retrouve notamment, les valeurs sont les individus et les interactions avant les processus. C'est-à-dire qu'en agilité, on va prioriser le fait de communiquer et d'échanger plutôt que d'avoir des processus stricts avec une hiérarchie pour la communication, par exemple. On va avoir des fonctionnalités opérationnelles plutôt qu'une documentation exhaustive. C'est-à-dire qu'on préfère développer tout de suite quelque chose qui fonctionne au moins sur la fonctionnalité principale en étoffant petit à petit avec de nouvelles fonctionnalités, plutôt que de tout spécifier hyper précisément et ensuite commencer à développer seulement après. On préfère proposer quelque chose au client rapidement qui fonctionne plutôt que commencer par une grosse documentation. On a l'acceptation du changement qui est très important, donc plutôt que l'application stricte du plan. Donc justement, on n'a pas un cahier des charges défini dès le départ, hyper très plein, très exhaustif, merci. On va plutôt chercher à itérer avec le client en prévoyant des réunions, des moments pour le voir régulièrement, en présentant les itérations et les versions du produit petit à petit, pour avoir
pour avoir son avis sur l'évolution de ses besoins du produit et accepter ces changements potentiels pour redévelopper une partie ou améliorer une partie du développement déjà effectué. Ensuite, justement, ça va avec la collaboration avec le client plutôt que la contractualisation des relations. Là, encore une fois, justement, c'est ça, c'est le fait vraiment le client fait partie du projet. On a l'équipe et on a aussi le client qui fait pleinement partie du projet et qui va pouvoir donner son avis, redéfinir ses besoins à mesure de l'avancement du projet. Et donc, ce sont pour ces valeurs et pour ces valeurs qui ont été théorisées dans les années 2000 que nous avons décidé de changer de mode de fonctionnement chez Vianic. Et donc, comme vous l'a expliqué Quentin, c'est qu'on voulait une meilleure collaboration avec les parties prenantes pour éviter ces problèmes on développe un logiciel et au final, on se rend compte que ce n'était pas exactement ce qu'on souhaitait ou que le logiciel est déjà devenu obsolète. C'était le premier point. Ensuite, même si un produit est développé, on ne doit jamais terminer de le développer, on ne doit jamais finir de le rendre innovant. Et qu'on le voit encore aujourd'hui, même sur des produits que nous on a finis, qui ont allé une quinzaine d'années comme Potion, on continue à le faire évoluer, mais on continue à le faire évoluer par rapport à nos clients, et ces évolutions, elles doivent aller vite, parce que la réglementation, elle change vite, et les besoins de nos clients, ils changent vite. Et justement, l'agilité nous permet de faire ça. Et enfin, l'agilité, comme ça devient de fait, l'agilité, ça nous permet d'avoir une innovation et des exigences élevées par rapport au développement, puisqu'on collabore avec nos clients et qu'on collabore aussi avec les autres services de l'équipe pour avoir un produit de qualité au final. Et donc, on est passé à la méthode agile en 2016 et on a choisi, l'équipe de technique on a itéré effectivement pour trouver la meilleure organisation, la durée des sprints. Ça vous a pris combien de temps de choisir la meilleure méthodologie? Je pense que ça nous a pris bien 6 mois facile. Le temps on a commencé par une équipe unifiée, qu'on a ensuite découpée en produits. On a une équipe par produit actuellement, on a 4 équipes de développement. Et la partie, le sprint de 15 jours, on a commencé, je crois, quasiment directement sur 15 jours, qui est la période la plus adaptée pour pouvoir gérer au mieux les besoins clients, en rajouter ses besoins et s'adapter au contexte. Et donc nous, on a choisi, si vous voulez, la méthode agile, vous avez plusieurs types de méthodes agiles. Et nous, on a préféré donc le Scrum, mais ce n'est pas non plus la seule méthodologie qu'on utilise chez Vianic. Pour certains besoins, nous allons aussi utiliser la méthode du Kanban. Donc maintenant, on va passer sur comment se matérialise l'agilité chez Vianic. Donc la méthodologie Scrum assez classique, donc on a la notion de sprint qui est centrale, où on va lister avec la priorisation du product owner, on va avoir un certain nombre de user stories qui vont se dessiner dans un sprint backlog, où l'équipe va ensuite définir en fait parmi ces tickets ce sur quoi ils vont s'engager. Ensuite, le sprint va durer 15 jours, avec des tests et des livraisons quasiment régulièrement. Pour la plupart, on est quasiment en déploiement continu sur ces produits. Et à la fin du sprint, on a une démonstration qui est globale à l'ensemble de la société. Donc chaque équipe va présenter ce qui s'est passé dans le sprint à l'ensemble de la société. Donc que ce soit développeur ou commercial, professionnel service, pour partager un maximum d'informations. Et obtenir des retours. Ouais. Et est-ce que, par exemple, on peut changer les règles de sprint? Est-ce que nous, par exemple, pendant un sprint, on peut vous donner des tâches supplémentaires? Est-ce que le service commercial peut modifier ou avoir une action sur votre manière de gérer votre... Alors, durant le sprint, pas vraiment, par cas vraiment exceptionnel, mais normalement non. On peut prioriser des tâches pour le sprint suivant et les inclure dans le sprint suivant. Et en cours de sprint, normalement, on est dans quelque chose en Scrum, on est dans quelque chose de défini. Donc on a un certain nombre de tâches pour le sprint à réaliser qui ont été estimées en complexité
et qui normalement ne doit pas changer, sauf cas exceptionnel, ça peut arriver. D'accord. Donc le temps est immuable, donc toujours 15 jours, on ne peut pas changer, et vous planifiez vos tests à l'avance, et vous les publiez à l'avance, et ça reste comme ça. C'est ça. À part cas exceptionnel. Ouais. Après, c'est pareil avec les commerciaux, on a des systèmes où donc tous les trimestres, on fait des roadmaps, où on définit les grandes fonctionnalités qui vont sortir sur 3 mois. Et normalement, il y a au moins la feuille de route qui est dessinée. Après, ça va s'adapter en fonction des besoins, mais déjà, on sait sur 3 mois quelles sont les grosses fonctionnalités qui vont sortir. Et dans quelle priorité. Et comment sont organisées vos équipes alors? Est-ce que tout le monde a le même travail ou est-ce qu'il y a des postes différents au sein des équipes dans la méthodologie Scrum? Comme tu veux. Alors du coup, dans nos équipes, on a en fait un product owner, par exemple chez KYC, ce sera Sophie. On a des développeurs et un Scrum Master qui est aussi développeur. Donc principalement, ce sont les membres de l'équipe. Les développeurs vont réaliser les tâches qui ont été choisies pour ce sprint. Le product owner, c'est la personne qui va faire notamment planifier le sprint, donc choisir les tâches, aider à prioriser les tâches. Et le Scrum Master, c'est le garant de la méthodologie, donc c'est celui qui va faire en sorte, par exemple, qui va faire tampon des éléments extérieurs. Donc si des personnes veulent discuter avec l'équipe, ils vont soit aller voir le product owner, soit le Scrum Master selon les besoins. Et ce sera ce sera ces personnes-là qui vont avoir le rôle de décider de ce qu'on va faire en fonction du besoin. Le Scrum Master, c'est aussi la personne qui va animer la rétrospective donc en fin de sprint. Donc pour savoir si comment s'est passé le sprint et quelles sont les choses à améliorer. On va en définir des actions qui seront réalisées au cours du sprint suivant pour toujours améliorer. Et est-ce qu'on a donc une question de Hélène qui demande pourquoi on a choisi le Scrum plutôt qu'une autre et si on connaît d'autres méthodes en dehors de Kanban et de Scrum? Alors le pourquoi, moi je ne sais pas là au début. Pourquoi c'est une bonne question. Je dirais que c'est. On a testé on a essentiellement testé Kanban et Scrum pour être totalement transparent. Et ce qui s'est passé, c'est que Scrum s'est naturellement imposé, on va dire, pour la planification et pour éviter d'avoir trop de besoins au démarrage. En fait, quand on met en place l'agilité, avant que toute la société soit en agile, ça prend un peu de temps. Donc au démarrage, en fait, on avait beaucoup de demandes qui venaient un peu de partout. Et le fait de rester en Scrum et de bien cadrer nous a aidé aussi à développer l'agilité à l'échelle globale de la société. Oui, ça s'est plutôt fait naturellement. Oui, c'est ça. Il y a une question aussi, est-ce qu'on peut changer de rôle entre 2 sprints? Alors ça existe, il y a des équipes qui peuvent faire, nous mon équipe l'a fait un petit peu au début, il y a des équipes qui peuvent faire par exemple un Scrum Master tournant. Sur chaque sprint, on change de Scrum Master, ça existe. Si c'est pas forcément le plus évident, je pense, à mettre en place, mais selon les envies et les besoins de l'équipe, c'est pas impossible. Et donc, pour vous présenter un peu comment ça se matérialise un peu plus concrètement, on a fait 2 use cases. Un use case qui va vous parler de l'obsolescence des produits, puisque les produits et l'évolution des faits font que certaines technologies peuvent être obsolescentes et comment, pour garder un produit, l'agilité devient utile. Et un deuxième use case sur comment on peut optimiser notre R&D grâce à 2 équipes fonctionnant en Scrum, travaillant ensemble, collaborant ensemble. Une équipe qui va être plutôt tournée sur la recherche fondamentale et une autre équipe qui va plutôt être tournée sur le développement. Et je vais laisser la main pour le premier use case. Ouais. Donc, mon équipe, qui est Identité et Signature, on est confronté à pas mal de changements de réglementation ou de nouvelles normes qui peuvent arriver rapidement et qui parfois imposent des dates qui arrivent rapidement. Donc ça a été, par exemple, les certifications de type EIDAS pour la signature électronique. Et là, dernièrement, par exemple, on a un client qui avait la nécessité de passer en norme DSP2. Donc c'est une norme qui s'applique au 14 septembre en théorie. Donc on a eu un chantier à faire cet été
à partir de juillet finalement, fin juin et début juillet, pour mettre à jour une solution, une des solutions que ce client utilisait pour que ça fonctionne plus facilement avec la DSP2. Donc c'est une solution d'authentification. Cette problématique de temps, 2 mois pour mettre à jour quelque chose, dont une solution que l'équipe, on n'avait pas beaucoup de maintenance à faire dessus, c'est une solution historique sur à laquelle on touchait assez peu, donc on n'avait pas forcément le temps de faire tout un tas d'études pour pouvoir bien estimer les tâches à faire, bien les définir à l'avance, comme Scrum le voudrait finalement. Donc on a fait quelque chose d'un peu hybride, on a fait un Kanban tout en gardant les cérémonies Scrum tout de même. C'est-à-dire qu'on a pour pouvoir répondre à cette problématique de temps, on a décidé de prendre les tâches à mesure du temps, à mesure qu'elles viennent, à mesure qu'on avance et qu'on découvre le projet. Donc on a décidé de faire comme ça, tout en gardant les cérémonies. Donc, par exemple, c'est avec une cérémonie que je n'ai pas parlé tout à l'heure, on n'a pas parlé tout à l'heure, les daily scrum, daily meetings ou stand-up, plusieurs noms, où on se réunit tous les matins pour 15 minutes, l'équipe, et on discute de ce qu'on a fait la veille et de ce qu'on va faire le jour même. Donc ça, c'est important pour justement pouvoir s'entraider, pouvoir être tenu au courant de ce qui se passe au sein même de l'équipe. Donc c'est des choses qu'on a gardées. On a gardé la rétrospective qui permet quand même aussi d'améliorer de manière continue le travail de l'équipe et le bon fonctionnement de l'équipe. Donc c'est des choses importantes auxquelles on n'a pas voulu enlever le temps de ce projet. Et donc on est passé à ce méthode Kanban qui, du coup, la différence, comme ce que je disais tout à l'heure, la différence avec Scrum, c'est que les tâches sont ajoutées dans le travail en cours à mesure qu'on peut prendre une tâche. Un développeur a fini une tâche, il peut passer à la tâche suivante, il va faire sa tâche, elle est revue, elle est testée, elle passe en done, et ainsi de suite. Plutôt que Scrum qui a un backlog de tâches défini dès le début du sprint, on réalise au cours du sprint. Donc ça nous a permis de répondre à cette problématique de temps et aussi de pouvoir itérer facilement avec le client, c'est-à-dire qu'on a un client qui est relativement ouvert à l'agilité, on a pu facilement aussi discuter avec le client qui lui aussi devait faire évoluer sa solution en même temps que la nôtre. Et donc, pareil, pour pouvoir faire évoluer les deux solutions en même temps, avec un cycle en V qui nécessite de tout définir à l'avance et de tout tester à la fin, on risquait d'aller dans le mur. Donc c'est vraiment une solution qui nous a permis d'avancer rapidement sur un sujet en parallèle d'une autre équipe chez le client. Et donc, est-ce que le client savait toutes les nouveautés qu'il voulait mettre sur la signature électronique, ou c'est sur l'authentification, ou c'est venu au fur et à mesure? Alors, le besoin principal, on va dire, était défini. Maintenant, comment les deux nouvelles solutions allaient communiquer, c'était un besoin qui arrivait sur le tard, mais tout ça n'était pas vraiment très défini dans les deux équipes. On a pu se voir plusieurs fois pour itérer sur ces besoins, justement. Et donc, non, ça a évolué justement dans le temps, notamment sur la communication entre les deux nouvelles solutions qui n'avaient pas le temps d'être très spécifiées, très définies. D'accord. Est-ce qu'on... oui, c'est ça principalement, effectivement. Donc, la question, c'est est-ce que on a enlevé uniquement le poker planning. Effectivement, c'est grossièrement ça. On a enlevé le poker planning et on a tenté de faire quelques petits grooming quand même, mais c'est principalement ça. On a gardé un rythme de 2 semaines pour les rétrospectives, les démos. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on a procédé. On a enlevé le poker planning et on a ajouté des tâches à mesure du temps dans le sprint plutôt que de mettre des départs dans les tâches à faire. C'est ça. Et c'est pour rester aussi en alignement avec les 4 autres équipes qui fonctionnent en Scrum, et pour pouvoir toujours avoir des liens et comprendre qu'est-ce qui se fait aussi en matière technologique et qu'est-ce qui se fait en matière de développement dans les autres équipes. Donc, garder un rythme cohérent avec les autres équipes aussi. Mais pouvoir en même temps sortir d'un planning un peu trop strict
qui est normalement l'adage de l'agilité, en passant sur une version hybride de Kanban Scrum. Tout à fait. Pour la question, qu'est-ce que le poker planning? C'est simplement le moment où on va décider de la complexité d'une tâche à réaliser, c'est-à-dire que toute l'équipe ensemble, on va souvent, c'est à base de cartes qui font une sorte de suite de Fibonacci donc, avec des valeurs. Chacun nomme sa carte avec sa valeur pour correspondre à la complexité de la tâche. Et si tout le monde a choisi la même complexité, on estime à cette complexité-là. Si les valeurs sont différentes, on discute un peu et on voit, on refait un tour de carte pour à la fin essayer de tenir un consensus général. Voilà, donc en fait, cette méthode nous a permis de réaliser un produit, enfin de permettre d'avoir un produit. Faire évoluer un produit dans le temps avec une date, rapidement, c'est ça. Faire évoluer un produit rapidement selon les besoins et en parallèle d'un autre produit chez le client. Voilà, et donc maintenant on va passer au use case 2. Oui, alors pour le use case 2, donc c'est le cas sur KYC cette fois-ci, donc KYC qui est la solution de contrôle et contrôle documentaire, donc identitaire, revenu et domicile. Donc au sein de cette solution, on a différentes briques qui vont coexister. Donc on a la brique de contrôle de documents, on a la brique de lecture, on a la brique de reconnaissance. Donc, tout ça va faire appel à un certain nombre de technologies innovantes. Et donc la question qui s'est posée, c'est comment allier innovation et production au sein de l'équipe KYC. Donc pour ça, on a commencé par une équipe unifiée dans un premier temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que on avait au tout début essentiellement des développeurs full stack Java qui étaient à l'origine du projet. Et au fur et à mesure que le produit s'est développé, on a dû ajouter de nouveaux documents, supporter de nouvelles fonctionnalités. Et donc pour ça, on a recruté de manière assez massive finalement des data scientists spécialisés dans le machine learning et computer vision pour la lecture de documents. Donc au tout début, on était sur une équipe unifiée. La taille d'équipe s'est augmentée. On a fini par atteindre la taille limite autour de 10 personnes, 10-11 personnes. Et on s'est rendu compte que les plannings étaient de plus en plus difficiles. Pourquoi? Parce que finalement, les tâches étaient globalement séparées. On avait les tâches pour les développeurs, on va dire, full stack et les tâches des data scientists qui sont complètement séparées. On s'est rendu compte aussi qu'un développeur full stack ne pouvait pas être en mesure de chiffrer les tâches de data scientist et inversement. Donc on avait des sprint planning essentiellement compliqués avec finalement des tâches qui se sont séparées naturellement par compétences dans l'équipe. Donc ce qu'on a fait, on a mis en place une nouvelle organisation, donc on a scindé en deux cette équipe, de manière, donc là on illustre avec l'équipe KYC, donc qui fait les contrôles sur les documents, et l'équipe documents qui lit qui fait l'OCR, enfin qui lit le contenu des documents automatiquement. Donc on a deux équipes. On a deux plannings, on a deux roadmaps et en fait l'idée c'est que ces deux équipes travaillent de manière en interconnexion presque quotidienne, c'est-à-dire que chaque nouveau document par exemple qui va être supporté va ensuite être intégré par l'équipe KYC. Donc les roadmaps sont imbriqués avec une suite logique dans les développements et on a un PO, moi-même, qui chapeaute finalement les deux équipes et qui permet d'avoir une vision partagée sur les développements qui sont nécessaires. Au niveau de l'organisation, comment ça se passe? On a adapté un petit peu aussi la méthodologie agile à ce contexte. Donc pour l'équipe KYC, on a la méthodologie Scrum classique, donc des sprints de 15 jours, des choses qui sont délivrées presque quotidiennement. Et côté document, on a une petite spécificité, c'est la partie qu'on voit en jaune, la partie Discovery. En fait, on s'est rendu compte que la partie lecture document, c'était pas une science exacte, donc on a pas mal de choses qu'on va pouvoir, qu'on aimerait pouvoir optimiser, mais c'est pas si facile que ça, donc on est obligé d'étudier, on est obligé
chercher des solutions, que ce soit dans les solutions de la recherche, on va dire beaucoup d'éléments de recherche fondamentale, on va itérer sur des potentielles tâches d'études. En fait, donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un mini-cycle au sein d'un sprint de 15 jours. Donc, le sprint est toujours de 15 jours. Mais au sein de ce sprint, on découpe en différentes tâches d'études, donc différents sujets de prospection, qui peuvent soit conduire à des choses qu'on ne va pas retenir. Donc, c'est la petite flèche avec la poubelle que j'ai illustrée ici. Donc, il y a des choses qu'on va simplement, voilà, on va acter qu'on a étudié cette solution, mais ça n'a rien apporté de concret dans le produit. En tout cas, ça n'a pas de valeur ajoutée. Donc, on va laisser de côté, on va simplement garder une trace écrite qu'on a exploré cette solution. Et à l'inverse, on va avoir des solutions qui vont permettre d'apporter une valeur ajoutée concrète et qui va rentrer dans un cycle de développement classique. Donc, on va implémenter en fait cette solution suite à une étude qui va prendre plus ou moins de temps. Hein. Ça peut être de quelques jours à une semaine, voire tout le sprint, hein, ça peut arriver. Hein. Il y a des tâches d'études qui peuvent être longues. On va dire le gros prérequis, c'est au moment du planning, il faut timeboxer ces études. C'est-à-dire qu'on se dit, si cette étude, elle doit prendre 3 jours, il faut qu'à un moment donné, on s'arrête, de manière à, au prochain sprint, par exemple, se dire, on continue cette étude, on fait un état à la fin du sprint, et on se dit, voilà où on en est, voilà ce qu'il reste à faire, et on continue cette étude. Mais l'idée, c'est de ne pas tomber dans un mode où on étudie à l'infini une solution. Il faut vraiment s'arrêter, et le Scrum est là pour ça aussi. Donc ça nous force à avoir un cadre et à s'arrêter dans nos études, voir et se dire si on peut commencer à implémenter ou pas. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est organisé. C'est une méthodologie un petit peu différente qui s'applique bien dans ce contexte-là et qui nous permet en fait d'ajouter des solutions innovantes très, très facilement et en déploiement continu, puisqu'on est en déploiement continu sur cette équipe. Donc en fait, ce qu'on se rend compte avec la méthodologie agile, pour qu'elle soit efficace, on doit, comme les valeurs l'expliquent, énormément interagir dans les équipes de développement et avec les autres équipes de l'entreprise qui ne sont pas forcément en agile, ce qui est notre cas. Donc tout le service commercial ou produit ou support ne fonctionne pas en agile, mais en soi, nous communiquons énormément avec les équipes de développement et en particulier le PO pour pouvoir permettre ces sprints et faire en sorte qu'ils soient le plus efficaces possible. Donc en soi, le relais, ça va être particulièrement le PO, donc avec qui les équipes externes vont discuter, dont le client. Donc comment ça va à peu près se construire, ça va être les commerciaux qui vont récupérer des besoins, détecter des besoins auprès de prospects, ou le service professionnel services qui va détecter des nouveaux besoins par rapport aux clients déjà existants, qui vont les faire remonter au PO en direct ou pendant un des événements qu'on parlera après. Ensuite, on va étudier si ces besoins sont réels et demandent du développement ou de la recherche. Et ensuite, ça va être travaillé au sein de l'équipe en interne. Et aujourd'hui, pour créer ce lien au sein de différentes équipes, en agile ou non agile, on a plusieurs temps pour se rencontrer, pour échanger. Donc il y a des temps fixes qui vont être par exemple la démo, donc qui va être aussi qui est en fait énormément construite au final pour les services qui ne font pas du développement, donc le service commercial, le service produit ou le service support. Et donc il va y avoir pas une banalisation, mais on va permettre à ce que n'importe qui puisse comprendre ce qui se fait en matière d'innovation et en matière de développement. Et on va pouvoir aussi échanger avec toute l'équipe de développement, faire remonter ce que nous, on a entendu au cours de salon, au cours sur ce qu'on a vu comme article sur le web, ou au cours d'échanges avec des prospects, ou d'échanges avec les clients pour d'autres services. Ça va permettre de savoir à peu près où on va. Donc c'est bimensuel. Et tous ces échanges, en fait, ils vont être mis et couchés sur le papier, sur des roadmaps, qui, elles, sont tous les 3 mois, et où chaque représentant des équipes, donc commercial, marketing,
produits, professional services vont être réunis avec les développeurs, avec un représentant de chaque équipe de développement, pour savoir où on doit aller et quelle doit être la vision de l'entreprise sur ses produits et sur ses développements. Ce qui va nous permettre de toujours avoir une continuité dans ce qu'on fait et de bien être focusé sur les besoins réels des clients en matière d'innovation. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ouais, C'était complet. Ouais. Donc voilà, il y a des échanges formels qui sont sur les temps de roadmap, de démos, sur des DBL qui vont nous permettre aussi à des commerciaux de comprendre un peu plus comment marche par exemple la notation ou comment marche l'agilité. Donc qui vont nous donner du contenu. Et les messages, tout ce qui est informel, donc c'est-à-dire nous on travaille en open space. Donc si on a des questions à poser, si on a n'importe quelle chose à demander, on est à côté d'eux et on sait très bien qu'on peut aller les poser. Et de toute façon, on est souvent dans la partie des ingénieurs. Voilà. Donc pour revenir un peu à la conclusion, c'est comme vous l'avez vu, il y a une question d'ailleurs par rapport à ça dont on n'a pas répondu de Emmanuel qui demandait qui était si et quand on sortait et qu'on passait sur du Kanban, si on avait un chef de projet. Non, c'est le PO comme a répondu Hélène. Ce qu'il faut juste se souvenir, c'est qu'en effet, l'agilité, ça a été énormément théorisé, qu'il y a des règles, mais encore une fois, la première règle de l'agilité, c'est que on l'adapte à chaque contexte. Donc aujourd'hui, nous, on est spécifiquement sur Scrum, mais Scrum, on n'utilise pas comme ça a été exactement planifié et dit. On l'a adapté aux besoins des produits qu'on développait et par rapport aux besoins de nos clients. Et ensuite, on est capable de sortir en partie de Scrum pour utiliser des méthodes qui vont être plus efficientes sur des problématiques exceptionnelles ou ponctuelles. Et donc, c'est la praticité et ce qui est le plus efficace dans l'agilité. Ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus d'échanges avec les autres services et d'avoir des produits qui évoluent rapidement et de manière consumer-centrique. D'avoir une évolution qui est vraiment focusée sur des besoins réels clients et pas une innovation qui va de tous les côtés. Et enfin, comme on l'expliquait, c'est ce qui permet à l'agilité de fonctionner, c'est parce que les collaborateurs échangent, et s'il n'y a pas cet échange, c'est impossible, et c'est justement le travail du Scrum. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres points à compléter ou à ajouter sur cette conclusion. On peut passer aux questions. On passe aux questions. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, combien nous sommes chez Bienvenue? Vous voulez peut-être répondre? On est une quarantaine. Une quarantaine, dont la moitié à la R&D, donc à peu près la moitié à la R&D, donc développeurs, data scientists. Si vous voulez, on a 4 équipes. Donc 2 sont sur KYC, comme vous l'a présenté Anne-Sophie. Donc une qui va s'occuper de KYC, l'autre qui va s'occuper des documents. Une autre sur Sign. Ouais, donc identité et signature. Donc on a la solution principale qui est via Sign, c'est une solution de signature électronique. Et on a aussi d'autres solutions, certaines historiques, aussi signature électronique ou d'authentification, par exemple. Et une dernière qui est eCaution, qui est le produit historique, et qui là aussi on travaille vraiment sur comment faire en sorte que ces produits qui sont utilisés par énormément de personnes, par quasiment toutes les banques et énormément de BTPistes, puissent rester innovantes et continuer d'être utiles et pas des usines à gaz. Et c'est un énorme travail que permet l'agilité au sein de ces équipes. Tout à fait. Par contre, pour ne pas modifier l'équipe, excusez-moi. C'est bouche pour. Alors, On peut mettre un plus grand. Si les FP2 imposent plus de ressources, par exemple, entre les délais,
Alors, si la DSP2 impose plus de ressources, par exemple, pour être dans les délais, il faut faire comment pour ne pas modifier l'équipe? On peut très bien embaucher, il n'y a pas de problème pour que l'équipe grandisse dans le temps et en fonction des besoins. Maintenant, il faut savoir pour une équipe agile, une équipe de type Scrum, on essaye de ne pas dépasser la dizaine même 10, ça commence à être beaucoup, on essaye de ne pas dépasser la dizaine de membres dans l'équipe. Si on arrive à plus, justement, on finit normalement par séparer l'équipe en deux, ou enfin, en tout cas un certain nombre de parties qui seront soit des feature teams, donc des équipes associées à vraiment une fonctionnalité d'un produit, soit carrément on sépare le produit en plusieurs produits. Donc, est-ce que les équipes Sign et KYC sont interchangeables? Alors, pour la partie documents, les data scientists, ils ne sont pas interchangeables, c'est pas possible. Par contre, je dirais pour la partie full stack, c'est faisable. C'est faisable. On ne le fait pas spécialement, mais c'est quelque chose qui est envisageable, c'est tout à fait c'est faisable. On a des compétences assez communes, on a des systèmes justement pour suivre et vérifier que les compétences sont présentes dans toutes les équipes, qu'un maximum de compétences sont présentes dans toutes les équipes. D'ailleurs, pour ce faire, on fait ce qu'on appelle des communautés de pratique. Ouais, ça permet justement, c'est des espèces de petits groupes qui permettent de réunir des membres de plusieurs équipes. Parce qu'en Scrum, on est assez focus sur notre équipe à nous. Et donc là, on a plusieurs équipes et on peut avancer sur des sujets, par exemple les compétences, être sûr qu'elles sont partagées dans chaque équipe. Et donc, et pouvoir justement peut-être s'entraider au sein des équipes. Donc on a une question aussi de Philippe qui nous demande si si on utilise beaucoup la signature électronique pour les contrats B2B, comme l'acceptation de CGU ou l'abonnement, quelles sont les utilisations principales autres que la banque et les assurances? Alors oui, c'est possible, totalement possible même, puisque aujourd'hui on travaille aussi avec dans l'immobilier, où on est signature de bail. Ça peut être, en fait, si vous voulez, vous pouvez avoir des signatures simples, donc qui va être l'acceptation de CGU, qui va être l'acceptation de contrat de bail, qui va être sur énormément de filières, dont l'immobilier, donc banque, assurance, n'importe quel type de contrat qui peut être sur, par exemple, la signature d'une liste de présence ou la signature d'un contrat de travail. C'est totalement utilisable sur ça. Et après, vous allez avoir de la signature qui va être avancée, donc elle qui va demander une authentification et qui, elle, peut passer là par de la vérification documentaire. Tout à fait, la question de l'identité, tout à fait. Voilà. Et il faut savoir, par exemple, nous, les signatures électroniques, on l'utilise aussi pour faire signer, par exemple, des NDA ou ce genre de choses. C'est vraiment ouvert à tout un tas de documents de type contrat. Ouais. Et c'est intégrable en API et accessible via plateforme selon en fait vos parcours clients et comment vous avez besoin de l'utiliser en fait. Et c'est comme ça qu'elle est pensée chez Valink, c'est comme ça que vous l'avez surtout pensé puisque c'était les besoins des clients. C'est ça, donc on a vraiment une version interface et une version API qui nécessairement permet de faire plus de choses et surtout qui permet d'être adapté aux besoins spécifiques des clients. Chaque client peut utiliser l'API pour son propre parcours, l'intégrer de la façon qui l'avantage. Alors, j'aurais une autre question de Philippe qui nous demande si tous nos produits ont une reconnaissance juridique. Alors sur la signature électronique, oui, il y a une reconnaissance juridique. Et la signature avancée correspond à toutes les dispositions IDAS. Ouais. Et aujourd'hui, tout ce qui concerne par exemple la vérification d'identité, donc on répond aux normes LCBFT. Donc on permet, donc pour les banques et assurances qui sont soumis à LCBFT, non KYC, donc c'est-à-dire la connaissance du client, on permet d'ouvrir des comptes à distance puisque ça demande certains standards avancés, dont la lecture et l'authentification du justificatif client qu'on est capable aujourd'hui de faire. Ouais, pour la signature électronique, tout ce qui est les normes EIDAS, etc., qui sont des normes européennes, qui sont reconnues même à l'étranger, c'est des signatures vraiment reconnues et qui fonctionnent juridiquement en cas de litige. Il y a un dossier de preuve qui permet de suivre tout ce qui a été, à quel moment telle personne a signé, ce genre de choses. Et enfin, on a une dernière question. Travaillez-vous en mode forfait ou régie
pour la gestion de projet utilisant la méthode agile ou Scrum. Là, c'est peut-être plus vous de... Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on travaille plus sous la forme de roadmap. Donc, on travaille avec nos clients pour déterminer les besoins réels. Elles vont rentrer dans la roadmap, mais on ne travaille pas forcément au forfait. C'est plus des discussions avec nos clients pour savoir si le besoin est réellement fondé ou pas. C'est des discussions qu'on a lors de rendez-vous. Et puis on a plus aussi une réflexion produit que projet. C'est-à-dire qu'on a un produit qui vit, un produit qui n'est jamais terminé, donc il y a toujours des choses à faire. Et c'est un produit qui est utilisable par plusieurs clients, c'est-à-dire qu'on n'a pas de produit spécifique pour un client, par un produit qui fonctionne pour plusieurs clients, donc on n'a pas, on fait pas, c'est ça, on fait pas évoluer un produit pour un client, pour son besoin précis à lui, qui lui appartient qu'à lui. C'est des choses réfléchies, on va dire, qui sont incluses dans des roadmaps pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a, par exemple, Equation, qui est une application historique qui date de plus de 15 ans et qui continue d'évoluer, un produit qui continue d'évoluer et qui se met à jour régulièrement. Par rapport aux besoins clients. Voilà, par rapport aux besoins clients, par rapport aux besoins des prospects qu'on a identifiés et qui ont un intérêt réel pour l'avancement de la technologie. Justement, une question intéressante. Avez-vous déjà utilisé la signature électronique pour une caution au niveau bancaire? Justement, par exemple, notre solution eCaution permet d'utiliser la signature électronique pour signer les demandes de caution, etc. dans leur solution. Donc, ils utilisent Gaming Sign via eCaution pour faire la signature électronique. Donc, c'est faisable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a donc 4 équipes avec 3 produits phares qui vont être KYC, Sign et Caution. Du coup, aujourd'hui, ces 3 produits, ils sont soit développés, ils ne sont pas développés en silo, c'est-à-dire qu'ils sont interconnectables entre eux, on peut travailler sur comment on les développe ensemble. Et ils sont travaillés aussi avec le client pour qu'ils puissent s'adapter aux outils qu'ils ont déjà. KYC, donc c'est donc en API, et le but de cette API, c'est de pouvoir se greffer aux outils déjà existants dans l'entreprise. Et par exemple, pouvoir rajouter Sign par-dessus pour faire une offre complète. Et le but, c'est d'avoir des briques qui sont interchangeables, imbriquables et associables sur d'autres outils pour créer une solution viable et qui s'adapte aussi à des moments, à l'instant T et à un besoin réel. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous vous remercions de nous avoir écoutés tout le long de ce webinaire. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, Twitter, et à nous envoyer un mail sur hello@vialing.fr. Vous pouvez aussi revoir ce webinaire en replay et à nous poser des questions dès que vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.